Dans cette vidéo, je vais vous partager un guide complet sur comment trouver, comment financer, comment faire les rénovations et comment exploiter votre bien immobilier. On va même parler de la gestion immobilière. On va voir ensemble quels sont les rouages et quelles sont les différentes étapes pour vous lancer dans l'investissement immobilier. Je vais littéralement vous livrer un guide pendant les prochaines minutes qui va vous permettre de vous lancer dans un prochain bien immobilier rentable. Les stratégies que je vais vous partager, c'est plus d'une douzaine d'années d'investissement immobilier et plus d'une vingtaine de biens immobiliers que j'ai acquéris. Donc vraiment ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé toutes les parties les plus importantes et je vais vous donner toute cette liste, toutes ces étapes de manière très claire et très informative, ce qui va vous permettre, en prenant des notes, guys, donc je vous invite vraiment à noter tout ça, ce qui va vous permettre d'avancer dans votre projet dès demain. Les informations que je vais vous transmettre dans cette vidéo, j'aurais pu les commercialiser et les vendre à des milliers d'euros. Mais par contre, ce que je veux faire sur cette chaîne, tu l'as compris et tu me connais aujourd'hui, c'est un maximum vous conscientiser, mais un maximum également vous éduquer à comment investir de la meilleure des manières. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser ce contenu qui est réellement une formation complètement gratuite pour toi. Donc, investisseur ou débutant, prenez un carnet, prenez de quoi noter, car ce qui va se passer ici, ça va vous permettre vraiment d'arriver à passer à l'action dès demain. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif de cette vidéo et je vais tout d'abord te donner une vue d'ensemble de ce qui va se passer aujourd'hui dans cette vidéo ensemble. Donc, on va voir principalement 4 étapes. La première étape qu'on va voir et qu'on va vraiment voir en long et en large, c'est la partie crédit. Donc, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive encore à financer des biens et à utiliser les leviers bancaires pour enchaîner les opérations. La deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment trouver des biens non commercialisés ou des biens sous-évalués, ce qui va vous permettre de gagner directement 20 à 40 000 euros rien qu'à l'achat. La troisième des étapes, c'est qu'on va voir comment exploiter les biens en euro-rendement, quelles sont les possibilités aujourd'hui qui nous permettent de faire un x2 sur votre loyer traditionnel. Et la dernière étape, la quatrième, c'est la gestion locative. Donc je vais vous partager tout ce qu'on réalise nous en termes de gestion locative qui vous permettra d'être complètement autonome et de profiter de vos revenus tout en étant à la plage tranquillement. Allez, c'est parti. On débat tout d'abord de ce premier point ensemble, comment soulever du crédit immobilier grâce aux banques. Il faut savoir que les banques fonctionnent de manière assez simple dans le sens où les banquiers ce sont des commerciales et des gestionnaires de risque. Ce que je veux dire par là, c'est que ils vont gérer le risque sur votre tête entre guillemets, donc sur le fait que vous allez demander un crédit. Donc en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils émettent une analyse sur le fait de est-ce que vous êtes un risque pour eux ou est-ce que le risque n'est pas trop élevé du coup qu'ils peuvent vous prêter. Donc il va y avoir plusieurs critères. Je vais vous les citer, on va les voir ensemble tranquillement. La première chose, c'est qu'il vous faut de la capacité d'emprunt disponible. De la capacité d'emprunt, c'est quoi? C'est la différence entre votre revenu. D'accord, donc imaginez, on va prendre des chiffres. Imaginez que votre revenu est de 2500 euros. D'accord, donc ça c'est votre revenu. Ils vont aussi comptabiliser vos chèques repas. Donc imaginez que vous avez 100 euros de chèque repas, ça fait 2005 plus 100, ça fait 2600. Imaginez que vous avez un 13e mois de 1200 euros pour faire simple. On va revenir sur le mensuel, ça fait 100 euros par mois en supplémentaire. Ça fait qu'on a 2005, 100 de chèque repas et 100 euros de 13e mois. Ça fait un pack à 2700 euros. Ceci, c'est ce que va considérer les banques. Ils vont pas considérer d'autres choses. Donc si vous avez des avantages toute nature, voiture, carte essence, ordinateur, portable, peu importe, tout ça, ils ne le considèrent pas. Si vous avez également un pécule de vacances, ils ne le considèrent pas. Donc assurez-vous d'avoir un 13e mois et si c'est le cas, là vous allez pouvoir le considérer. En termes de revenus, si vous avez d'autres revenus, tels qu'un revenu immobilier, si vous avez déjà des loyers qui tombent, mais sachez que ces loyers, vous pouvez les ajouter. Il va juste falloir pondérer ces revenus. Imaginez que vous avez un revenu locatif total de 1000 euros. Les banques en général vont pondérer ce montant et vont prendre en général un 80%. Donc imaginez 1000 euros. 80% de 1000 euros, ça fait 800 euros. Donc on va ajouter à ces 2700 qu'on avait sur votre base salariale 800 euros de revenus locatifs. On arrive à quoi? On arrive à un pack de 3500 euros. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre en termes de revenus? En réalité, c'est un peu tout. Donc si vous n'avez pas d'autres revenus locatifs, vous êtes good. Prenons l'exemple donc que vous avez 3500 euros de revenus locatifs. Pour calculer votre capacité d'emprunt, il va falloir aller de l'autre côté et voir quelles sont vos charges. Vos charges, c'est uniquement vos charges de crédit. Crédit hypothécaire, crédit voiture, crédit à la consommation. Donc vous allez additionner tous ces crédits, d'accord? Imaginons que là vous avez un crédit voiture, vous êtes fait plaisir, vous avez une belle Audi et elle vous coûte 400 euros de mensualité de crédit tous les mois et que vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que votre résidence principale vous coûte 600 euros, 400 plus 600, ça fait 1000 euros. Donc on a 3500 d'un côté en in, on a 1000 euros de l'autre côté en out. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3500 moins les 1000, ça fait 2500. Quand on a ceci, les banques vont considérer un autre critère très important qui s'appelle le reste à vivre. Le reste à vivre, qu'est-ce que c'est? C'est quel est le montant qui vous reste minimum pour vivre après la déduction de vos revenus moins les charges et en
enlever le crédit potentiel mensuel que la banque peut te prêter. Si vous êtes une personne seule, une banque va considérer que vous devez avoir un reste à vivre de 1000 euros. Donc qu'est-ce qui se passe? On va de nouveau faire le 2005 moins les 1000. Qu'est-ce qui reste? Il vous reste 1005. Mais a priori, ceci est le montant de votre capacité d'emprunt. Votre capacité d'emprunt de 1005, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est le montant que la banque va pouvoir vous prêter. Ok? Vous me suivez jusque-là? Votre capacité d'emprunt pour soulever du crédit d'être disponible. Si, imaginez que vous faites ce calcul à la maison, que vous avez mis pause à la vidéo et que vous avez une faible capacité d'emprunt et que vous avez 300, 400, 500, 600 euros. C'est une faible capacité d'emprunt. Mais guys, retenez ce que je vais vous dire. Ce qui est important dans l'immobilier, c'est d'avancer, de faire tourner notre argent. Même si vous pouvez soulever 60 000 euros d'immobilier, soulevez-le. Parce qu'on utilise les leviers. Ok, c'est pas un projet qui est sexy, c'est pas un gros projet, mais quoi qu'il arrive, on avance et vous faites travailler votre argent au lieu qu'il reste en banque et qu'il ne travaille pas. Une deuxième chose que vont observer les banques qui sont très importantes, ce sont tous vos leviers de garantie. Et là, ils vont pouvoir l'observer parce que c'est bien d'avoir une capacité d'emprunt disponible, mais si vous savez rien apporter en garantie aux banques, ben malheureusement, aujourd'hui, avec les temps qui courent, ils ne vont pas vous financer. Parce que c'est très très rare aujourd'hui que les banques vous prêtent tout. Sauf si vous apportez des garanties. Il arrive encore aujourd'hui et on a souvent des membres qui arrivent à financer des biens à 125%. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à donner à la banque une garantie qui va couvrir tout ce que la banque aurait demandé. En général, la banque va demander 10 à 20% du projet et en plus de ça, il va falloir payer les frais d'acquisition. On peut les additionner à 15% et du coup, ça peut rapidement monter à 15, 20, 30, 40, 50, voire plus de milliers d'euros dépendant de la taille du projet. Et du coup, la question que vous devez réellement vous poser, c'est si j'ai besoin pour mon projet de faire un projet par exemple à 300 000 euros et pour 300 000 euros, la banque demande 30 000 et les frais d'acquisition, je dois en apporter 25 000. La question devient comment est-ce que j'apporte donc 25 plus 30, donc 55 000 euros afin de couvrir tout pour ne pas mettre de cash. Évidemment, si vous avez de l'épargne, vous pouvez aussi injecter votre épargne dans ce montant que je viens de vous partager. Mais en réalité, c'est comme ça qu'on arrive encore à faire du 125%. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait quand on planifie en fait un cycle de 3 acquisitions pour nos clients. Et ça, personnellement, c'est encore moi qui le fais dans l'entreprise parce que j'adore le faire. C'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister toutes les garanties qu'a notre client. Par exemple, j'ai en tête, je l'ai fait dernièrement avec un client qui s'appelle Simon. Il a un bien à Etterbeek et un bien XL. Le bien XL est payé et le bien Etterbeek, il avait déjà remboursé 100 000 euros de crédit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a 2 cartes. Et donc ces 2 cartes lui permettent de soulever de l'argent. Et donc en fait on calculait, ok, sur les 100 000 euros que tu as disponibles, combien tu peux acheter en termes de montant d'acquisition. Et du coup on calculait ça tout simplement pour qu'il puisse acheter à 125%. Et donc nous on fait ça en plan d'investissement avec nos clients pour qu'ils puissent tout simplement avoir une vue d'ensemble et avoir un enchaînement d'acquisition, parce que l'immobilier, c'est pour moi un bon investisseur, c'est la capacité de pouvoir investir continuellement. Investir un bien, acheter un bien, tout le monde peut le faire. Par contre enchaîner, ça nous permet de créer une indépendance financière et une vraie abondance. Un autre concept que j'aimerais vous partager concernant la première partie crédit, c'est donc, vous l'avez compris, il nous faut une capacité d'emprunt disponible, il nous faut des garanties disponibles ou de l'épargne. On a parlé rapidement du reste à vivre qui est le montant minimum qu'on doit avoir après, donc avoir diminué du crédit du coup pour vivre. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce qu'on appelle la quotité. La quotité, c'est quoi? La quotité, en fait, c'est la différence entre le montant de crédit que vous allez demander et la valeur du bien. Et là, c'est intéressant. Et ça va nous mener déjà au notre deuxième point qui est la recherche immobilière. C'est qu'en fait, imaginez que vous demandez un crédit de 200 000 euros et que votre bien vaut 200 000 euros. Mais ça va vous faire un pourcentage, ça va vous déceler une quotité. Et en général, les banques nous prêtent en dessous de 80-90%. On va pas pouvoir dépasser ça. Donc ce qui se passe, tout le jeu pour avoir une bonne quotité, n'hésitez pas à être au contact de votre banque pour savoir qu'est-ce que c'est une bonne quotité pour eux, c'est en fait d'acheter des biens qui vont être légèrement moins chers ou d'apporter suffisamment de garanties qui vous permettent d'avoir un crédit qui va être moins cher que le prix d'acquisition de votre bien expertisé. Parce que vous l'avez compris, la différence entre votre crédit et la valeur de votre bien fait que vous allez dégager une quotité. Et en fait, si votre quotité ne passe pas au vert pour un banquier, tout simplement ils vont pas vous prêter. Donc ce facteur-là, ce mécanisme quotité plutôt, est très important pour le banquier. Si vous n'avez pas une quotité qui est bonne, ils vont jamais vous prêter. Donc regardez bien qu'est-ce que c'est une quotité appréciable pour votre banquier, d'accord? Et puis faites vos calculs, c'est une simple division, et regardez si avec vos garanties vous pouvez avoir les montants qu'il vous faut. Sinon, vous allez devoir aller de l'autre côté, trouver des biens plutôt sous-évalués et moins chers afin d'avoir une bonne quotité et que la banque se dise ok, je te prête. Donc ça, c'était pour le point crédit. On va tout doucement passer au deuxième point, mais tu l'as compris, la première chose que tu dois absolument faire, mais vraiment c'est déterminant dans tous les projets qu'on voit, c'est vraiment avoir la compréhension de comment fonctionnent les banques, comment fonctionnent les banquiers et de comprendre qu'est-ce qu'on doit leur apporter. Parce qu'au final, c'est aussi simple que ça. Si tu sais quoi leur apporter, t'es good. Passons tout de suite au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est la recherche immobilière. Si vous êtes sur ma chaîne depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, vous savez très bien qu'on parle de acheter des biens sous-évalués,
de trouver des biens sous-évalués ou aussi des biens off-market ou pas sur le marché. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est hyper important de ne pas acheter des biens au prix du marché? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est comme on en parlait il y a un instant, c'est qu'on va forcément peut-être pas avoir la bonne quotité, du coup la banque va ne pas nous prêter. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que ça va nous mettre un petit peu de difficulté dans l'enchaînement de nos biens immobiliers, de l'enchaînement des achats. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on achète un bien 200 000 euros et on prend un crédit de 200 000 euros, ce qui va se passer, c'est que dans 2 ans, bah oui, vous aurez pris un plus-value latente, vous aurez un peu de remboursement de capital. Ok, cool. Mais entre le jour 0 où vous achetez et dans 2 ans, il va y avoir quoi? Avec la plus-value latente, en général en Belgique, on prend 2, 3, 4% dépendant du marché de plus-value, plus le remboursement du capital, ça va nous faire quoi? Une vingtaine de milliers d'euros qu'on va pouvoir reprendre en crédit. Mais ceci, c'est souvent léger. Alors que imaginez qu'à cette vingtaine de milliers d'euros que vous avez déjà créé via la plus-value latente et via le remboursement du capital, que vous ajoutez un autre 20 à 30 000 euros parce que vous avez trouvé un bien qui est sous-évalué. Mais là, en fait, ça vous fait un montant plus important. Ça vous fait un montant qui va pouvoir nous permettre d'utiliser le levier de manière plus importante également. Donc, pour cette raison, pour moi, le fait de trouver un bien qui est sous-évalué et sous-coté moins cher que les prix du marché est hyper important. Donc là, tout de suite, je vais vous partager comment moi, personnellement, est-ce que j'ai toujours trouvé des biens qui sont sous-évalués, et vous allez pouvoir dans un instant, ou en tout cas si vous prenez des notes et que vous appliquez bien ce que je vous partage, vous allez pouvoir vous également le réaliser. Le principe est assez simple en soi. La plupart des gens cherchent des biens immobiliers. Moi, dans ma méthodologie d'acquisition, je cherche des agents. Je m'explique. Tout le monde est sur les sites. Tout le monde essaye d'être proactif. Tout le monde met les alertes. Et tout le monde cherche les mêmes biens. Parce que tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut une vie libre. Et tout le monde a compris que l'investissement immobilier est un réel pilier d'enrichissement. Cependant, quand tout le monde fait une chose, il y a plus de concurrence. Ce qu'il faut réaliser, et ce que moi j'ai toujours réalisé, et je vais vous expliquer comment j'ai acheté un immeuble. Comme ça, vous comprenez. Je visitais des biens immobiliers. Je cherchais des biens immobiliers et je visitais beaucoup parce que quand j'ai quitté, si vous connaissez mon histoire, quand j'ai quitté la salle de sport et que j'ai arrêté d'être coach sportif, je me suis mis à fond dans l'investissement immobilier, donc j'avais effectivement du temps. Donc c'est vrai que cette méthodologie prend quand même du temps. Et c'est pour ça que nous, en 2024, on tente d'arriver à apporter à nos clients vraiment des solutions en termes de recherche immobilière qui sont vraiment done for you, où ils doivent même plus chercher les biens, mais on leur apporte. Parce que on comprend que quand on est salarié, c'est compliqué d'avoir le temps de chercher. Mais je vous explique un peu cette histoire, comme ça vous comprenez. Ce qui s'est passé, c'est que je visitais des biens. Beaucoup. Je dirais que je visitais 2 ou 3 biens par jour. Donc c'est quand même un beau volume de recherche et de visite. Et à un moment donné, il y a une personne que j'ai compris qui me rapportait toujours des biens qui étaient relativement intéressants. Mais il me les apportait et il les avait déjà commercialisés. Donc quand j'allais les visiter avec lui, il y avait beaucoup de personnes en visite. J'étais pas le premier. J'avais pas beaucoup de levier du coup. Du coup, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit ok, je vais créer une relation avec lui. Et ça s'est fait un peu de manière indirecte, je dois dire. Et du coup, je visitais tellement de biens avec lui qu'en fait c'est devenu vraiment un ami. C'est vraiment devenu une personne avec qui juste on s'envoyait des WhatsApp, on avait une petite relation, on parlait d'immobilier, on prenait du bon temps à ou bien s'appeler, s'envoyer des WhatsApp, ou bien juste aller boire un café, ou bien aussi faire des visites parce qu'on continue de visiter. Et en créant cette relation avec cette personne, un jour, après je dirais 4 à 6 semaines, donc ça prend du temps, hein, vous voyez, ça prend du temps. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont multimillionnaires et qui vivent de l'immobilier, parce que peu de personnes sont prêtes à faire l'effort que moi j'ai fait à cette époque-là, et que je fais encore aujourd'hui, ou que aujourd'hui plutôt mes équipes font. C'est que j'ai pris du temps à créer une relation, j'ai pris du temps à faire beaucoup de visites avec cette personne qui un jour m'a appelé et qui m'a dit hey Arnaud, il a pris son téléphone, il m'a appelé, hey Arnaud, écoute, je sors d'un immeuble, je viens de signer le mandat, je vais certainement commercialiser le bien dans 2-3 jours, mais c'est exactement ce que tu recherches, c'est exactement ce qu'on recherche. En fait, il était carrément impliqué dans mon projet. C'est ce que je me souviens, il a dit, c'est ce qu'on recherche depuis plusieurs fois, qu'on visite ensemble et tout, et c'est exactement ce qu'on souhaite, ce que tu recherchais, etc. Et j'ai dit ok, nice, quand est-ce qu'on peut visiter? Ah ben écoute, j'ai les clés, dis-moi quand t'es dispo. Et là, il faut évidemment être très réactif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé très rapidement à l'immeuble. J'ai rapidement vu, j'étais 1, le seul en visite, 2, j'étais le premier en visite, et 3, j'avais du levier sur l'agent immobilier. Dans quel sens est-ce que j'avais du levier sur lui? C'est que comme on avait une bonne relation, il allait défendre bien mes intérêts et pas seulement les intérêts du vendeur. Parce que souvent les agents immobiliers sont du côté de l'acheteur. Et il faut essayer d'inverser cette polarité en fait. C'est d'avoir plutôt des agents immobiliers qui vont être de notre côté, qui vont nous défendre nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que en claquant des doigts, en une visite avec nous, ils vont faire le deal, ils vont prendre leur commission. Parce que l'agent immobilier à la fin de la journée, c'est un commercial qui veut prendre son commissionnement sur une opération. Et prendre son commissionnement sur une opération, sur une visite et 1 heure de travail, évidemment c'est beaucoup plus rémunérateur qu'un dossier qui traîne pendant 6 mois et sur lequel évidemment il va faire beaucoup de visites, il va faire beaucoup de travail. Donc toute ma méthodologie de recherche, elle est basée en fait sur 2 choses. 1, l'énergie que vous allez
mettre dans votre recherche. Et donc, c'est une question de volume. Plus vous visitez, plus ça va être positif et plus vous allez avancer vite dans votre recherche. Et la deuxième chose, c'est le relationnel. Donc en fait, si vous visitez beaucoup et que vous êtes relationnel et que vous arrivez à créer ces liens avec ces personnes qui ont le potentiel, en tout cas, de vous apporter les opportunités, ben vous allez réaliser exactement ce que j'ai réalisé. C'est-à-dire acheter tous mes biens 20 à 50 000 euros moins cher. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas une compétence incroyable qu'il faut avoir. On vient de dire, c'est une question d'énergie et une question de relation. Donc aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, j'aimerais juste quand même vous partager un peu plus de contexte, juste pour être sûr que, parce que dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous ayez un guide très complet et que vous puissiez passer à l'action. Donc, ce que j'aimerais rajouter pour que dès demain, vous puissiez aller à la recherche de biens, si en tout cas la première partie de cette vidéo est validée, donc votre capacité d'emprunt, etc., c'est ce que vous allez faire. Je vous invite à lister les 5 agences les plus dynamiques et les plus actives dans la localisation et la typologie de biens que vous recherchez. Dès que vous avez listé ces 5 agences, vous allez dans cette agence ou bien appeler et essayer de parler au patron, ou bien essayer de trouver quels sont les agents immobiliers les plus dynamiques. Et vous allez leur dire quoi? Tout simplement, ah ben voilà, j'achète, je suis dans l'immobilier. Pourquoi pas même faire du bluff? Moi, quand j'ai démarré l'immobilier, je faisais du bluff. C'est-à-dire, oh, moi je suis un investisseur, j'ai l'habitude d'acheter, les banques me suivent, etc. Parce que j'ai compris que les agents immobiliers, ils voulaient ça. Et donc on leur apporte. Après, évidemment, il va falloir assurer derrière et faire le taf, mais au final, c'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où vous avez listé vos agences et que vous avez listé également les différents agents immobiliers qui sont les plus dynamiques dans ces agences et qui ont le potentiel de pouvoir vous apporter ces opérations, la seule chose qui vous reste à faire, c'est visiter avec eux et être relationnel avec eux. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a un bien qui va tomber et qui va être une pépite. La troisième chose qu'il faut absolument que vous fassiez, dès que vous avez donc trouvé un super bien sous-évalué 20 à 50 000 euros moins cher et que vous avez réalisé un super dossier en béton bancaire, que vous avez vraiment utilisé bien les leviers, que vous avez un plan d'investissement sur 2, 3, 4, 5 ans qui est bien ficelé, la prochaine chose à faire, c'est de bien exploiter votre logement. Qu'est-ce que je veux dire par bien exploitation de votre logement? C'est le fait de bien gérer vos travaux, d'avoir des travaux qui vont être optimaux. Ça va être aussi d'avoir une optimisation de l'espace qui va être optimale. Parce que à la fin de la journée, nous, ce qu'on veut faire en tant qu'investisseur immobilier, c'est d'exploiter le bien d'une manière à ce qu'on ait le plus de rentabilité possible. Et moi, je donne souvent une phrase, et si vous suivez la chaîne depuis un instant, vous savez très bien que j'utilise le mot citronner. Je me considère comme quelqu'un qui adore citronner les biens immobiliers. Donc quand je dis citronner, ça veut dire qu'on presse tellement de citron qu'en fait, on va en tirer un maximum de jus. Et réfléchissez à comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser vos travaux d'une telle manière à ce que chaque mètre carré vous rapporte de l'argent. Je vous donne un exemple. Dans une colocation, qu'est-ce qui paye? Ce sont les chambres. C'est pas une cuisine flambant neuf. C'est pas un salon qui fait 35 mètres carrés. Non. Donc moi, quand je rentre dans une maison et que je me projette à faire une colocation, qu'est-ce que je veux observer? Je veux observer des espaces qui font par exemple en logement, des espaces qui sont trop grands en salle de douche, des espaces qui sont trop grands en cuisine pour pouvoir les transformer en espaces payants comme des chambres. D'accord? Donc ça, vous devez avoir cette vision de comment est-ce que je peux maximaliser, citronner les mètres carrés de mon bien immobilier. Et évidemment, ça, vous devez le savoir avant de commencer à chercher, parce que vous allez chercher une certaine typologie de biens qui va vous permettre de faire l'exploitation que vous souhaitez. Pour aller un petit peu plus loin sur l'exploitation, vous allez avoir 3 modes d'exploitation qui vont vous permettre de doubler voire tripler votre revenu locatif en traditionnel, parce que c'est clair, je ne vais pas m'attarder là-dessus, que louer votre bien en location traditionnelle ne va pas vous permettre d'avoir une haute rentabilité. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont encore élevés et l'immobilier, le prix de l'immobilier qui reste également élevé, guys, c'est impossible. En louant son bien traditionnel, vous allez pouvoir juste rester à l'autofinancement, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de pousser la machine plus loin et d'aller dans le citronnage, comme je l'ai déjà dit. Donc, ce que vous devez faire, vous allez utiliser 3 mécanismes principaux. Un, le mécanisme de la location courte durée. Vous connaissez Airbnb, Booking, etc. Vous avez certainement des vidéos sur la chaîne dans lesquelles je vous explique comment lancer vos Airbnb, vos Booking, etc. C'est pas le but d'aller trop en profondeur aujourd'hui là-dessus, mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez doubler voire tripler votre revenu locatif, utilisez l'Airbnb ou la location courte durée. Le deuxième mode d'exploitation, c'est ce qu'on appelle la moyenne durée. Alors la moyenne durée est beaucoup moins connue. La moyenne durée vous permet en fait de sortir de la législation de la courte durée, qui est la courte durée, c'est jusqu'à 90 jours. Et dès que vous louez un bien à plus de 90 jours, donc 91 jours concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'êtes plus entre guillemets dans cette législation courte durée qui vous demande d'avoir un logement touristique, qui vous demande d'avoir prouvé vos revenus, certaines enseignes, etc. Même si au final Airbnb, que vous faites de la moyenne ou de la courte durée, vous avez quand même les Airbnb qui va prouver vos revenus. Mais ce que je veux dire, vous rentrez plus dans le scoop de la location courte durée. Et surtout, en fait, vous vous enlevez cette épine du pied d'avoir un logement qui est considéré comme un logement touristique, qui aujourd'hui, c'est pas tout le temps évident d'avoir les autorisations. Alors je vous rassure, 80 à 90% des logements ne sont pas en logement touristique et je pense qu'on a encore pas mal d'années devant nous à être tranquille par rapport à ça, certes, mais si on veut être complètement dans les règles, tout de même, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Donc, le moyen terme, vous l'avez compris, ce deuxième mode d'exploitation, c'est un mode d'exploitation qui vous permet de louer votre bien en général sur une période de 3 à 12 mois. Il se peut que ça peut aller plus haut et plus loin. Je vous donne un exemple. Je vais vous citer aussi un site qui est pas mal pour ça, c'est Spotahome. Moi, j'aime bien Spotahome. Pourquoi? Parce qu'en fait, Spotahome vous met en relation avec une personne et va prendre un pourcentage du premier loyer. Après ça, ils prennent plus rien. Ce qui est intéressant
là-dedans, c'est qu'en fait, eux, ils vous trouvent entre guillemets le locataire qui veut louer en moyen terme. Et ce qui se passe après, c'est que vous créez un contrat avec lui. Et du coup, c'est considéré comme une location traditionnelle légalement. Et du coup, en Belgique, ce qui se passe, c'est que finalement, vous n'êtes pas taxé sur ce revenu locatif. Et vous allez me dire, mais Arnaud, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est qu'en fait, quand tu loues un logement en moyen terme, tu as un revenu locatif qui est plus important. Location en moyen terme que j'avais sur un deal, comme ça, vous allez voir la puissance. C'est un bien immobilier qui fait 85 mètres carrés de chambre que j'aurais pu louer 1200 €. Et via Spotahome, j'ai loué ce bien à 1600 €. Ça veut dire 400 € supplémentaires. Ces 400 € supplémentaires, en gros, c'était mon cash flow. Donc ce bien immobilier là, je faisais 400 € parce que j'avais une personne qui est venue la louer pour une période moyen terme. Ce qui était génial dans ce deal, et c'est ça que vous allez comprendre qui est vraiment fou, c'est qu'en fait la personne s'est vraiment tellement bien plu dans l'appartement qu'au final la personne elle est restée 2 ans. Donc ça veut dire qu'elle est restée 2 ans à payer 400 € en plus. Alors que elle me donnait pas spécialement du travail vu qu'elle est là comme une location traditionnelle. Donc j'avais pas énormément de turnover. Donc vraiment le moyen terme c'est un mode d'exploitation que j'adore, qui est pas très connu et franchement qui est à vraiment pousser un petit peu. Le troisième mode d'exploitation qui est lui un peu plus connu, c'est la colocation. La colocation c'est le fait de partager un espace, un même logement avec plusieurs personnes. Dans les textes légaux en Wallonie à Bruxelles c'est 4 personnes maximum. Au-delà de ça, ça devient un logement touristique, ce qui nous demande d'avoir un permis d'urbanisme et des permis de location. Donc toujours un peu embêtant de faire toutes ces démarches administratives. Donc évidemment moi je vous conseille de vous focus sur des opérations où il y a 4 chambres. Après voilà, évidemment si vous voulez pousser un petit peu plus loin, sachez que vous n'allez pas être légal, mais je connais plein d'investisseurs qui eux achètent des biens et qui ont peut-être une 5e chambre, voilà, mais que c'est entre les murs, donc entre guillemets voilà, ils le font, ils sont pas légaux mais ils prennent le risque. Et entre guillemets le risque ce serait peut-être quoi, juste d'avoir en fait quelqu'un qui a le son de cloche et qui dit hey, vous pouvez plus louer cette 5e, ça doit devenir je sais pas moi une cuisine ou ça doit devenir autre chose, mais vous pouvez plus la louer. Donc voilà, j'ai jamais entendu quelqu'un à l'heure actuelle qui s'est fait vraiment contrôler là-dessus, qui a eu des problèmes. Mais voilà, ce qui est certain c'est qu'une colocation est un mode d'exploitation à haut rendement. Pourquoi? Parce que vous allez en fait distribuer le loyer sur plusieurs têtes. Et évidemment si plusieurs personnes se partagent le loyer, tout simplement ce qui se passe c'est que vous avez un revenu qui est plus important. Et ce qui est intéressant aussi en colocation c'est que vous lissez votre risque. Ça veut dire que si vous avez 4 personnes qui vous payent 500 €, imaginez qu'il y a une personne qui est pas correcte et qui ne paye pas, mais vous avez encore 3/4 du loyer. Donc ce qui est intéressant en colocation c'est aussi ce phénomène là. Donc moi personnellement je suis très très fan de la coloc. Je pense que j'ai plus de coloc aujourd'hui que de location courte durée ou moyen terme, et c'est un super compromis entre rentabilité, tranquillité. Le dernier point que j'aimerais partager avec vous dans ce guide, et c'est vraiment tout ce que je vous partage ici, c'est comment moi je fonctionne et comment est-ce qu'on fonctionne, et c'est également avec nos membres. Donc j'espère vraiment que vous prenez des notes parce que ce que je vous délivre ici c'est une énorme expertise, c'est plus de 12 années d'expérience dans le marché immobilier en investissement. La dernière chose que j'aimerais vous partager, et ça va durer quelques minutes encore ensemble, c'est la partie gestion locative. Vous savez que je suis quelqu'un qui suis fan de tout ce qui est automatisation, même si je suis pas quelqu'un qui est super dans l'air du temps avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. C'est plutôt mon équipe qui est très jeune et dynamique par rapport à ça. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai toujours trouvé des moyens de travailler moins pour gagner plus. Donc j'ai toujours eu un côté un peu fainéant et un peu dilettante, on peut le dire. Et j'ai pas honte de le dire parce que au final, quand on regarde les personnes qui gagnent des grosses sommes d'argent, en fait c'est pas souvent les personnes qui travaillent le plus. Et il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui dit l'important c'est pas vitesse et la force avec laquelle tu pagaies, mais c'est plutôt le bateau dans lequel tu es. De manière imagée, je sais pas, imaginez un petit Italien qui est dans sa petite barque en train de pagayer, d'office il ira beaucoup moins vite qu'une personne qui est dans un yacht. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut pouvoir utiliser les bonnes méthodologies, les bons véhicules. Et en termes de gestion locative, moi ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est à créer des process, créer des systèmes qui me permettaient de le faire une fois, quelque chose, et qui permettaient après en fait de pouvoir scaler l'activité. Donc en fait moi j'ai toujours vu mon parc immobilier comme un business, comme une machine qui allait être à la disposition de mon temps, comme une machine qui allait me générer des finances de manière passive et indirecte sans que je puisse donner de l'effort. Et les piliers d'une bonne gestion locative autonome, je vais te les partager rapidement ici. C'est la communication. Donc moi aujourd'hui j'ai un parc immobilier qui fait plus d'une vingtaine d'unités, et ce qui se passe c'est que aujourd'hui j'ai recruté quelqu'un et formé quelqu'un en interne à communiquer avec mes locataires. Donc cette personne-là va réceptionner les problématiques, parce que vous savez dans l'immobilier c'est vos locataires vous reviennent toujours avec des problèmes. Moi il y a une petite fuite, j'ai envie de partir, etc. Donc elle réceptionne un problème et elle est formée à pouvoir transformer ce problème en une solution. Ou bien elle va demander à une femme de ménage de venir, ou bien elle va demander à un entrepreneur de passer faire un devis, ou bien elle va mettre en place le système de changement de locataire. Pourquoi est-ce que j'ai pas choisi de déléguer à une société de gestion? Parce qu'une société de gestion va nous prendre 5 à 10% de nos revenus. En plus de ça, de prendre ce pourcentage-là, ils vont prendre le premier mois de changement de locataire, ce qui nous fait quand même une sacrée baisse dans la rentabilité du projet. Donc moi j'ai choisi d'internaliser et je me suis dit à nouveau, ok, je vais faire le travail une fois pour que tout simplement ce travail soit à la disposition de mon temps, de ma liberté et de mes finances. Donc aussi simple que ça. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'apporte la liberté et la rentabilité maximum.
maximal en tout cas sur mon mode de fonctionnement. Donc vous l'avez compris, la communication dans la gestion locative, très important à gérer. Une autre chose qui va être très importante à gérer également, ça va être le changement de locataire. Je dirais que c'est vraiment les deux postes les plus importants. Et pour le changement de locataire, à nouveau, la personne qui gère mon parc immobilier, et tout simplement, je l'ai formé en interne. Moi, je sais comment réaliser un changement de locataire. Donc j'ai designé en fait un système en 7 étapes qui permet à la personne qui gère mon parc immobilier que dès qu'elle a l'annonce d'une personne qui veut partir, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un enchaînement d'actions qu'elle doit réaliser, qui sont tous mappés. Elle a accès à tout, elle a accès à plein de ressources, des textes, des scripts, enfin plein de choses qui lui permet en fait de travailler en toute autonomie. Et elle a été formée évidemment sur les concepts que je lui ai partagés. Donc comprenez que la gestion locative, donc ça va être vraiment de la communication. Vous allez devoir automatiser du changement de locataire. Si vous arrivez à automatiser ces deux postes-là, c'est génial. Alors évidemment, on pourrait rentrer dans Arnaud, la gestion en courte durée, comment est-ce qu'on l'a fait? Là pareil, la communication, on peut l'automatiser avec des messages pré-réalisés. Par exemple, les turnovers, donc les check-in, check-out, on peut automatiser ça avec une boîte à clés ou des systèmes plus intelligents. On met un système avec elle en place, qu'elle nous donne des feedbacks. Simplement, on peut faire ça. Moi, j'ai commencé avec un groupe WhatsApp où elle m'envoyait chaque fois une photo de l'appartement quand elle rentrait, une photo de l'appartement quand elle sortait, vidéo avant, vidéo après également. Elle nous faisait un petit compte rendu. Donc voilà, tous des systèmes comme ça sont à votre portée. Mais ce qui est certain, c'est que ces systèmes sont déterminants parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment vous faire bouffer et vous faire aspirer par votre parc immobilier. Et même si vous avez un bien, c'est vraiment la gestion locative peut vous aspirer du temps. Si tu as suivi cette vidéo, c'est vraiment que tu es conscient et que tu veux absolument avancer vers ton indépendance financière. Et d'ailleurs, je te remercie d'être sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vraiment nous commenter, nous liker les vidéos et j'apprécie ça. Si tu veux aller plus loin et que tu as envie vraiment d'avancer vers ton indépendance financière de manière massive et décidée, ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est aller dans la description. J'ai une formation qui est gratuite, qui fait plus ou moins 8 heures de formation. Tu as bien entendu, il y a des personnes et même des concurrents qui vendent ça à des milliers d'euros. Moi, je t'offre une formation qui est gratuite dans laquelle tu vas comprendre comment est-ce que j'ai investi et comment est-ce que toi également tu vas pouvoir implémenter tout ce que je te partage par rapport à ta situation.